Normalement, c'est bon, ouais. Bonjour à tous. Alors, j'ai prévu de vous garder éveillés parce que j'ai cru comprendre que ça avait été un peu rude hier. Donc, vous allez avoir le droit de participer. Je vous promets, il n'y en a pas trop. Et donc, on va pas parler de méningite et d'antibiotiques, on va plutôt parler de méningo-encéphalite et d'antiviraux. Et vous allez voir que c'est quand même très important de faire cette distinction, parce qu'on n'est vraiment pas sur les mêmes choses. Voilà, je vous laisse encore un instant. Ça a l'air d'être pas mal, je vois plus trop de téléphones levés. On va avancer. Je vois qu'il y a des petits cœurs qui marchent. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va parler des méningo-encéphalites. Bon, pas de conflit, juste en préambule, quelques références. Je me suis évidemment basé sur les recommandations qu'on a. Sachez qu'on a des recommandations françaises qui datent de 2017 sur les méningo-encéphalites. Et il y a des recommandations plus récentes qui sont sorties au Royaume-Uni en 2024. Et il y a un très beau papier qui est assez généraliste, qui permet vraiment de faire le point, qui est dans Clinical Infectious Disease, qui est une grosse revue d'infectiologie. Si jamais vous voulez creuser un peu, c'est un excellent papier pour regarder. Donc on va aborder le diagnostic, l'épidémiologie, le bilan de première intention et la prise en charge des 24-48 premières heures. J'ai pris le parti de ne pas vous parler des méningites, parce que c'est vraiment deux choses différentes, des abcès cérébraux, tout ce qu'on va faire en seconde, troisième intention quand on ne trouve pas, la conduite à tenir en cas d'évolution initiale non favorable, les contre-indications à la ponction lombaire que je pense que vous connaissez peut-être même mieux que moi, les encéphalites post-herpétiques et les caractéristiques et traitements de chaque étiologie. C'est vraiment pas l'idée de vous faire un catalogue. Et on va se servir d'un cas clinique très standard pour un petit peu explorer les méningo-encéphalites. Alors le cas clinique, c'est un homme de 55 ans qui n'a pas d'antécédent significatif connu en dehors d'un éthylisme chronique non chiffré, se présente aux urgences. Depuis 48 heures, il a des céphalées, des vomissements, il a de la fièvre. L'examen clinique retrouve des constantes qui sont plutôt standards dans le contexte, c'est-à-dire un peu tachycarde sur une fièvre à 39,5, il n'est pas hypotendu, il ne désature pas. Il est nauséeux, il a des céphalées diffuses, il est obnubilé, il a une désorientation temporospatiale et il présente une aphasie avec un manque d'humour. Ce qui déjà nous oriente. Le reste de l'examen neurologique est sans particularité, à part une raideur de nuque. Il n'est pas noté d'éruption cutanée, comme ça on fait tout de suite fi du purpura fulminans. Alors, est-ce qu'on peut suspecter une encéphalite dans ce cadre-là ? Évidemment, la définition d'une encéphalite, c'est infection aiguë non suppurée par opposition aux abcès de l'encéphale. Et finalement, quand est-ce qu'on suspecte une encéphalite ? C'est tout symptôme ou signe de dysfonctionnement du système nerveux central associé à la fièvre. Donc, c'est assez large, parce que entre les confusions fébriles du sujet âgé, mais également les méningites, les abcès, les situations où on va avoir un signe neurologique associé à de la fièvre, c'est évidemment pas systématiquement des encéphalites. Mais c'est assez large, ça va être les troubles de conscience, du comportement, des crises convulsives, des mouvements anormaux, des signes de focalisation, et puis, si la méningite est associée, mais ce qui n'est pas forcément le cas, vous pouvez avoir des signes méningés. Et c'est souvent un tableau variable et trompeur. Par exemple, la fièvre n'est pas systématique dans les méningo-encéphalites. Et donc, finalement, des fois, les patients avec les méningo-encéphalites, ils vont rentrer sur des suspicions d'AVC, par exemple, ou même parfois sur des chutes. Donc voilà, donc ce que dit la reco, c'est finalement tout symptôme ou signe de dysfonctionnement associé à la fièvre doit faire suspecter, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut aussi savoir rechercher la fièvre dans les jours précédents, et puis toujours en gardant à l'esprit que la fièvre peut être masquée par le paracétamol, mais ça vous le savez très bien. Il y a des critères diagnostiques internationaux sur les encéphalites. Il y a des critères majeurs qui doivent être tous les deux présents. C'est en gros, ça peut être des troubles de conscience,
Des changements de personnalité, et c'est quand même assez fréquent, hein, même ou des manifestations psychiatriques. Hein, nous, ça peut être vraiment des modes d'entrée. Il n'est pas comme d'habitude, des modes d'entrée dans l'encéphalite, et qui durent depuis plus de 24 heures. Et puis, bon, évidemment, pas de diagnostic évident. Hein, voilà, typiquement, vous avez une pyélonéphrite typique chez un sujet âgé qui a une confusion en même temps. On ne va pas aller évoquer l'encéphalite. Et des critères mineurs, mais qui ne sont pas forcément présents, mais au moins 2 critères. Donc la fièvre, les convulsions, les troubles neurologiques focaux, nouveaux évidemment, la pléocytose à la ponction lombaire, une IRM anormale ou un EEG compatible. Donc ça, c'est les critères internationaux, et quand vous avez des études sur les encéphalites, généralement, ça répond à ces critères. Alors, c'est vraiment très important de bien différencier les méningites et les méningoencéphalites, parce que même si la démarche diagnostique elle est proche et elle repose essentiellement sur la ponction lombaire, la différenciation clinique elle est cruciale. Une méningoencéphalite a vraiment les signes neurologiques associés, la méningite ne l'a pas. La méningite virale, la méningite à liquide clair est le plus souvent bénigne, l'encéphalite c'est une course contre la montre, avec une mortalité élevée et vous allez le voir, hein, des séquelles neurologiques persistantes importantes. Et donc, l'examen neurologique doit être impeccable dès le début pour aller chercher les signes neurologiques. Des fois, on voit des choses très très subtiles. On a des méningoencéphalites, par exemple, c'est une histoire d'une chute chez un sujet de 22 ans et qui a un très léger nystagmus, qui avait un peu un trouble de l'équilibre qui rapportait au début. À la fin, à l'IRM, on trouve des signes. C'est un patient, par exemple, qui avait une encéphalite entérovirus avec une atteinte cérébelleuse. Donc, c'est vraiment important que cet examen neurologique soit fin. Parce que vraiment l'impact est différent. La méningite virale, même si je trouve du VZV, je risque de vous dire il peut sortir. Ce qui différencie, c'est l'examen clinique. Donc, je ne vous demande pas s'il faut réaliser une PL, je pense que vous le savez tous très bien, mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est combien de gouttes on prélève dans une suspicion de méningoencéphalite. Et je voudrais savoir un petit peu ce que vous faites en pratique. Alors, combien de gouttes prélevez-vous ? En tout, hein. Pardon. Ok. Donc on voit que de ce que j'en vois là, les maximaux sont à 80. Vous êtes en dessous. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une valeur qui atteint la recommandation. Parce que la recommandation dans les suspicions de méningoencéphalite, c'est 120 gouttes. Donc, vous faites votre ponction lombaire et vous faites 120 gouttes. C'est vraiment important parce que, alors, si vous faites votre ponction lombaire, vous voyez que ce n'est pas un liquide clair et que vous êtes vraiment dans une suspicion, voilà, on est quand même sur des signaux focaux. Bon, il y a des signaux focaux, donc normalement vous avez fait le scanner avant, vous savez que vous n'avez pas un gros abcès, vous faites votre ponction lombaire, on est quand même là dans une vraie suspicion de méningoencéphalite. Des fois on est un peu entre les deux, et clairement il n'y a pas de problème à aller prélever 120 gouttes. Hein, et par contre c'est plutôt pénible d'aller devoir faire une deuxième ponction lombaire. C'est encore plus pénible de devoir faire une deuxième ponction lombaire quand le patient est déjà sous anti-infectieux. Donc en fait, il n'y a pas de problème à aller prélever 120 gouttes d'emblée, et en fait ce que vous gardez, ça part au labo et ça va être congelé. Et ça va nous permettre éventuellement dans un second temps d'explorer d'autres étiologies, parce que vous allez voir que les étiologies que vous cherchez les plus souvent, en valeur absolue, c'est pas la majorité. Et on va devoir aller chercher plein d'autres choses. Et nous, c'est pas rare qu'on fasse 2-3 ponctions lombaires derrière. Donc, vraiment, c'est un message important, je pense qu'il faut retenir, c'est ces 120 gouttes. Alors, au début, ce que vous faites partir, c'est ce que vous faites partir d'habitude, c'est juste que le reste est stocké. Donc, vous faites la cytologie, enfin l'examen cytobactériologique, et vous avez vos leucos. Si vous avez plus de 5 leucos, eh ben, vous êtes sur une méningite. Et ensuite, vous regardez la formule. Est-ce que je suis sur une méningite purulente, panachée ou à liquide clair? Quand on parle des méningoencéphalites, on est sur des méningites à liquide clair. Bon, il y a une règle dans la reco, c'est qu'en gros, vous pouvez corriger avec votre tombe d'hématie quand vous avez un effet traumatique. Pour 800 hématies, vous pouvez rajouter un seuil de 1 globule blanc.
Même si je pense que dans l'absolu, le mieux, ça serait de regarder sur la prise de sang, vous regardez le nombre de téra qu'il y a d'hémacile, le nombre de téra qu'il y a de globules blancs, et vous corrigez là-dessus. Bon, c'est du détail. Vous faites votre biochimie, et ce qui est très souvent oublié, c'est de faire l'hémoglucotest en même temps. Enfin, moi, dans ma pratique clinique, je trouve rarement l'hémoglucotest fait en même temps pour pouvoir interpréter concrètement la glycorachie. Parce que la glycémie, elle va changer dans la journée. C'est pas la glycémie faite sur le bilan bio 2 heures avant qui va me permettre d'interpréter la glycorachie. Donc il faut faire l'hémoglucotest en même temps. Bon, vous faites les protides, vous faites les lactates, et puis en bactériaux-viraux, vous faites des choses très standards, vous faites l'examen cytobactériaux, et si vous êtes sur une suspicion de méningoencéphalite, vous savez qu'il faut faire une PCR, notamment HSV1, VZV, entérovirus, puis de toute façon, quand vous en demandez un, le labo, il va compléter avec les autres. Voilà. On ne perd pas de vue que ça peut être normal initialement, et que la suspicion clinique persiste, on refait une ponction lombaire. Ce qui est souvent fait aussi, en première intention, par votre laboratoire, alors ça dépend des centres. Nous, c'est vrai que dès qu'il y a plus de 10 éléments dans une PL, le labo, même hors clinique, sans prendre la clinique, ils font le film-arrêt systématiquement qui va chercher de manière systématique ces 14 pathogènes. Donc il y a tous les pathogènes les plus fréquents que vous faites de manière systématique, mais également d'autres pathogènes et également des bactéries. Alors évidemment, hein, c'est à la fois méningite et méningoencéphalite. Et ça, vous avez le résultat dans l'heure. Donc typiquement, si vous avez un tableau de méningoencéphalite et des éléments comme ça, vous pouvez appeler le labo pour qu'il vous fasse un film-arrêt. Ça va dépendre des centres, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui est assez bien implanté. Bon, quand on est sur les méningoencéphalites, on a généralement une méningite à liquide clair. Donc, avec une hypercytose qui est généralement assez modérée, même si des fois on a du 3000 globules blancs, hein, mais généralement on va être plutôt en dessous des 100 globules blancs, ça va être lymphocytaire, sauf sur de la listeria où ça va être panaché. C'est normoglycorachique, sinon ça vous fait évoquer du bactérien, et l'hyperprotéinorachie elle est modérée, généralement plutôt entre 500 mg et 1 g par litre, mais c'est pareil, hein, j'ai déjà eu des méningoencéphalites à 4 g par litre. Donc à chaque fois, ça pèse dans un faisceau d'arguments, et ça vous permet à la fin d'orienter vers un endroit ou l'autre. Alors, autre question, vous avez cette suspicion de méningoencéphalite, qu'est-ce que vous faites systématiquement, initialement? Et là, vous avez aussi le droit de voter. Donc, on va voir un petit peu ce que vous faites systématiquement dans les méningoencéphalites. Donc l'IRM cérébral, ouais. La question elle pose aussi sur la biologie. Est-ce qu'il y a des éléments biologiques spécifiques que vous faites ? Donc effectivement, on voit l'IRM au centre, et effectivement, l'IRM est central hein, dans le diagnostic de méningoencéphalite, beaucoup plus sensible que le scanner, et même si des fois on a l'impression que l'IRM elle est réservée sur des urgences filières AVC, en pratique, on arrive parfois à l'avoir dès les urgences, même des fois on est parfois sollicité par les collègues urgentistes si on arrive à avoir l'IRM avant que le patient arrive dans le service. Donc il faut savoir la demander, et ça peut vraiment être utile au diagnostic, et aussi le pattern IRM que vous aurez pour vous orienter vers une étiologie ou l'autre. Je vois les hémocultures qui sont également recommandées, l'électroencéphalogramme aussi qui peut être extrêmement important, puis notamment des fois vous avez des crises infracliniques ou en tout cas c'est pas des crises tonico-cloniques généralisées et ça peut vous permettre d'argumenter pour mettre un traitement antiépileptique en plus. Et il y a un truc que les infectiologues adorent et que je ne vois pas du tout, mais qui devrait être dès le bilan initial. Et la biologie sanguine, ça ce que je vous écris là, c'est le texte des recommandations. D'accord ? Donc, dans cette suspicion-là, en gros, quand vous perfusez votre patient, il doit avoir des hémocultures systématiquement. Un bilan standard, je ne rentre pas dans le détail, mais la sérologie VIH également. Et c'est vraiment important parce qu'on a quand même tout de suite, on va changer de case et on va changer de ce qu'on va chercher. Et nous, c'est un motif régulier, les troubles du système nerveux central sont un motif régulier de découverte de sérologie VIH positive. Et si on est dans le cas d'une suspicion de primo-infection éventuellement, la sérologie elle peut être mise en défaut, on fait une charge virale. Ça, c'est le texte de la recommandation. Bon, l'IRM, le EG, de toute façon, ça, il n'y a pas de doute, vous savez bien. Donc le cas clinique avance, vous avez, je ne vous ai pas mis tout le détail, hein, mais sur la biologie standard, vous avez une petite hyponatrémie qui accompagne très volontiers les méningoencéphalites.
Vous avez une ponction lombaire typique, mais n'oubliez pas, hein, c'est vrai que vraiment notez ce que vous avez quand vous faites votre ponction lombaire dans votre compte-rendu des urgences, parce que c'est vraiment un message important de savoir si c'est un liquide clair ou un liquide purulent, s'il est tendu ou pas. C'est finalement la première information que vous avez, et ça impacte tout de suite ce que vous allez faire, parce que je vous rappelle, si vous avez un liquide purulent, tout de suite vous allez mettre une antibiothérapie, vous n'avez pas besoin du labo en fait. Donc là, voilà, on a une PL typique de méningoencéphalite avec une petite hyperprotéinorachie, une glycorachie à 4,1, mais comme j'ai la GT en même temps, je peux l'interpréter. Oui, elle est à 6 millimoles, donc j'ai pas d'hypoglycorachie. J'ai 250 éléments nucléés, donc j'ai bien ma méningite, 85% de lymphocytes, donc méningite lymphocytaire, 25 MSI, c'est pas une contamination, il n'y a pas de germe à l'examen direct, donc c'est vraiment une méningoencéphalite à liquide clair. Et finalement, qu'est-ce que vous cherchez comme principale cause en première intention? Ok, on les a tous. Donc effectivement, ce que vous cherchez en première intention, c'est ce qu'on a le plus fréquemment en France. Donc, effectivement, vous avez l'HSV qui est la principale cause, le VZV qu'on va chercher systématiquement, mais également l'entérovirus qui fait partie de toute façon de la PCR groupée que vous avez, et également l'hystéria. Avec ça, vous avez les principaux éléments, en tout cas dans ce cas clinique-là. Alors, ça, c'est les principaux, mais ça, c'est une liste non exhaustive de tout ce qui peut vous donner au niveau une encéphalite. Vous avez des causes infectieuses virales, c'est ce que vous avez à gauche. Vous avez des causes infectieuses bactériennes. Vous avez des causes non infectieuses, qui peuvent être auto-immunes, qui peuvent être également post-infectieuses. Vous avez des causes fonctionnelles, c'est-à-dire que finalement, c'est pas des méningoencéphalites. Donc, vous avez... Et je peux vous dire que j'ai vu des méningoencéphalites qui sont pas dans cette liste-là. Donc, d'où l'importance de connaître l'épidémiologie. Et l'épidémiologie en France, c'est du coup essentiellement des infectieuses, dans à peu près 2/3 des cas. Et quand vous regardez à droite, c'est quoi les principales étiologies? Dans un quart des cas, c'est de l'HSV. Dans 11% des cas, c'est du VZV. Alors, c'est en 2018. Avec ça, vous avez déjà un tiers. Mais finalement, vous n'avez qu'un tiers. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le troisième agent répertorié en France, c'est l'encéphalite athique. Alors évidemment, ça dépend d'un endroit à l'autre, mais ça, c'est vraiment une encéphalite qui est en train de progresser. On a aussi d'autres encéphalites qui sont en train de progresser en France. On risque d'avoir du West Nile un jour, on risque d'avoir du Toscana un jour, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui va être transmis par les moustiques ou les tiques est en cours de progression. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce cadre, c'est que les causes inconnues, c'est un tiers des cas. D'accord ? Et c'est vrai, ça montre vraiment l'importance d'avoir des prélèvements exhaustifs au début et de bien faire vos 120 gouttes aussi. Alors, tout ce qui va nous permettre, nous, de nous orienter dans tout ça, et qui finalement doivent se retrouver finalement quelque part, normalement, dans l'observation initiale. Bon, il y a l'histoire de la maladie, un examen clinique et notamment la recherche d'une éruption ou de vésicules qui peuvent vous orienter vers un herpès. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu une méningoencéphalite à la VZV. En l'examinant complètement, j'ai trouvé le zona au niveau sacré. Donc voilà, c'est des choses qu'on va chercher. Et la première PL était négative. Le statut immunitaire, ça c'est central, on va y revenir. Bon, les vaccinations, le voyage en zone d'endémie, c'est vraiment hyper important aussi, parce que tout de suite ça change l'épidémiologie. Les contacts avec les animaux, les activités, les prises de risque IST, VIH, syphilis, ça peut vous donner des tableaux de méningoencéphalite. Est-ce qu'il y a eu une virose aiguë récente pour tout ce qui va être post-infectieux? Est-ce qu'on est en contexte épidémique? Et puis, évidemment, les résultats des examens complémentaires. Donc là, on retourne un peu dans ce qu'on fait en infectiologie avec des interrogatoires très importants. C'est vraiment important parce que, comme je vous l'ai dit, c'est grave. Alors la gravité, elle va beaucoup dépendre selon l'étiologie. Par exemple, les méningoencéphalites d'origine auto-immune sont moins graves en général que les méningoencéphalites infectieuses, mais c'est une morbimortalité importante. On a 10% de mortalité chez les adultes aujourd'hui quand même. Et en morbidité, on reste avec 40% de séquelles neuropsy à 3 ans. Il y a plein de complications différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, vous devez bien
orienter votre patient et bien traiter votre patient, et le temps, c'est du cerveau. Donc c'est vraiment important de faire. Alors, ce patient-là, que je vous le décrirai, là, à main levée, qui le mettrait en service de médecine? Ouais. Verrez-moi au service de médecine. Qui le mettrait en soins continus? Ouais. Ok. Alors, c'est important de faire attention où on hospitalise ces patients. Ce pas des patients, je pense, qu'il faut mettre en hospitalisation inadaptée, par exemple. Parce que c'est des patients qu'il faut surveiller, ils peuvent s'aggraver très très vite. Nous, on a un nombre de syndromes de l'ascenseur extraordinaire, parce que les patients peuvent se dégrader rapidement, ou alors ils se dégradent dans la nuit. Et c'est vraiment important d'avoir une surveillance, c'est que même si vous le mettez en service de médecine, de vraiment qu'il soit bien surveillé. Donc il doit être hospitalisé dans une unité qui a une expérience, ça c'est le texte des recommandations, hein, dans l'expérience des pathologies, et si possible avec une unité de surveillance continue. Et s'il n'est pas dans une unité de surveillance continue, vous prescrivez et vous préparez les infirmiers au fait que c'est des patients qui peuvent potentiellement s'aggraver. Il y a des critères pour les soins intensifs, un Glasgow à moins de 13, une crise convulsive, un état de mal, défaillance d'organes et troubles du comportement incompatibles avec le secteur conventionnel, ce qui n'est pas rare. Il y a des facteurs prédictifs d'aller en soins continus. Là, par exemple, dans une étude aux États-Unis sur une cohorte où il y avait 44% de causes infectieuses, 39% inconnues, 17% auto-immunes, eh bien, les facteurs associés au fait d'aller en réa, c'était insuffisance rénale chronique, déficit focal, convulsions nouvelles, hyperleucocytose et le score fort qui ressemble un peu au Glasgow à moins de 14. Si vous n'aviez aucun de ces critères, il y en avait quand même 10% qui allaient en réa. Vous voyez, hein, ils avaient fait la validation du score en même temps. Si vous aviez un score entre 1 et 5, vous aviez la moitié qui allait en réa. Si vous aviez plus de 5, quasiment tous finissaient en réanimation. Donc ça peut vous permettre éventuellement d'identifier quel patient, alors c'est peut-être un autre contexte, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes virus, il faudrait le valider aussi en Europe ou en France, mais en tout cas, c'est des critères qui peuvent aussi vous orienter vers ce patient a peut-être moins de chances de s'aggraver. Alors qu'est-ce que vous allez proposer? Donc il faut bien l'orienter, il faut bien le traiter. Ce patient, vous lui mettez quoi en première intention? Est-ce que vous lui mettez de la ceftriaxone, de la dexaméthasone, de l'amoxicilline, de la cyclovir, du valacyclovir ou de la gentamicine? Plusieurs réponses sont possibles. Ok. Donc je vois les tendances. Il y a un truc qui est très satisfaisant, c'est que vous êtes 90% à m'avoir mis la cyclovir, et clairement, s'il y a un truc qu'on ne peut pas ne pas mettre dans cette situation de quelqu'un qui a une méningoencéphalite à liquide clair, c'est la cyclovir. D'accord? C'est central. Et on ne met pas le valacyclovir, qui est la prodrogue de la cyclovir, mais l'objectif, c'est d'arriver aux bonnes concentrations au niveau du système nerveux central, avec une barrière hémato-encéphalique qui gêne la pénétration des médicaments. Donc là, c'est vraiment, on met la cyclovir en première intention. On ne met pas de dexaméthasone en première intention. Il y a un essai randomisé qui s'est un peu intéressé à la question, mais qui n'a pas trouvé de bénéfice, sauf peut-être pour ceux qui sont vraiment traités très précocement sur les éléments du langage, dans les méningoencéphalites herpétiques. Et le grand manquant, par rapport à la recommandation, c'est l'amoxicilline. La ceftriaxone, est-ce qu'il y a un des éléments pathogènes que je vous ai montré tout à l'heure, qui est sensible à la ceftriaxone, dans les méningoencéphalites, à liquide clair, hein, j'entends. Il n'y a pas un élément. Donc le fait de connaître l'épidémiologie vous indique qu'il n'y a aucun intérêt à mettre de la ceftriaxone dans un cas clinique aussi caricatural. La gentamicine également, on n'est pas dans un. On pourrait le mettre si on a une forte suspicion de listériose, avec de l'immunodépression, un contexte particulier, mais globalement, là, c'est pas le cas. Il y a éventuellement l'itilisme, mais c'est pas suffisant pour aller dire on va mettre de la gentamicine systématiquement, il y a quand même une néphrotoxicité. Que dit la reco? La reco dit déjà, vous débutez en urgence. Ça doit vraiment être rapide. Parce que time is brain. Vraiment, plus vous attendez, c'est des encéphalites nécrosantes. Donc tout ce qui va être infecté va mourir. Donc vous devez stopper le processus. Et la recommandation, c'est acyclovir pour les HSV et le VZV, plus l'amoxicilline pour couvrir la listériose, qui est quand même présente dans un pourcentage suffisant de patients. C'est-à-dire qu'on va être selon les séries 5 à 10%, c'est suffisant pour justifier de mettre de l'amoxicilline vu la gravité.
et vous réévaluez systématiquement en 48 heures. Il n'y a pas de ceftriaxone dans cette situation, il n'y a pas d'indication aux corticoïdes en première intention. Les corticoïdes, c'est vraiment pour les méningites purulentes. Éventuellement, si vous avez de l'argument pour dire que c'est du zona, vous avez une éruption cutanée zostérienne, vous montez un peu la posologie d'acyclovir, vous passez de 10 mg kg 8 heures à 15 mg kg 8 heures. Mais ça, c'est écrit dans tous vos référentiels. Et dans les 48 heures, parce que des fois vous n'avez pas forcément de place dans un service d'aval, vos patients ils sont dans des unités d'hospitalisation de courte durée en attendant, et ben là il y a vraiment un aller-retour qui doit se faire avec les microbios. Je pense qu'il faut informer le microbio que c'est un patient qui a une méningite ou une méningoencéphalite. Ils regardent les prélèvements différemment, ils accélèrent la prise en charge. Et encore une fois, on vous l'a dit, c'est important. Vous devez avoir dans les 48 heures le résultat PCR, HSV, VZV, entérovirus. Et éventuellement, la seule chose qui peut être amenée, c'est que si vous avez des éléments anamnestiques pour une tuberculose neuroméningée, donc c'est des choses beaucoup plus progressives, et des gens qui viennent de zones d'endémie ou qui ont des comptages tuberculeux, là on peut discuter, mais vous le faites avec nous en général, de discuter de mettre un traitement antituberculeux probabiliste. Et à 48 heures, vous réévaluez toujours. Grosso modo, c'est pas compliqué. Si vous avez de l'herpès, vous arrêtez l'amoxicilline. Si vous avez du VZV, vous arrêtez l'amoxicilline, vous augmentez l'acyclovir. Et si vous avez de la hystéria, vous arrêtez l'acyclovir, vous mettez de l'amoxicilline et vous laissez l'amoxicilline et vous ajoutez de la gentamicine. Donc ça, c'est assez simple, vous avez le diagnostic et au pire, vous nous appelez. Et toujours, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui est neurologie centrale, si vous prenez en charge les axos, ce qui est régulièrement oublié, on le fait assez facilement dans les AVC, mais c'est oublié dans le système, dans les approches infectieuses. Et vraiment, il faut les surveiller, ils s'aggravent très vite. Mais par contre, si vous n'avez pas votre diagnostic à 48 heures, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on doit faire une nouvelle ponction lombaire? Est-ce qu'on poursuit les deux traitements? Grosso modo, ce que dit la recommandation, c'est que si tout est négatif à 48 heures, en gros, vous gardez l'acyclovir. Parce que la première ponction lombaire, elle peut être mise en défaut. Et en fait, il faut qu'on ait au moins une PL qui soit faite au moins une fois à au moins 4 jours des symptômes. Parce que sinon, on risque d'avoir des faux négatifs. Donc, vous gardez l'acyclovir tant qu'on n'a pas au moins une PL faite au moins 4 jours après le début des symptômes. Par contre, si vous n'avez pas trouvé de l'hystéria, vous arrêtez l'amoxicilline. Toujours pas de corticoïdes. Pas d'anticonvulsivants systématiques en prophylaxie primaire, mais si vous avez des lésions corticales, éventuellement, sur avis neurologique, on peut le mettre, ou sur les résultats de l'EEG. Juste un mot sur l'acyclovir. C'est que, la dose, elle est connue, mais il y a un truc que vous ne savez pas forcément, c'est qu'il ne faut pas le passer en moins d'1 heure. Si vous le passez en moins d'1 heure, ça risque d'avoir des concentrations très importantes dans les urines, et ça peut cristalliser, et en cristallisant, ça vous fait une insuffisance rénale aiguë. Du jour au lendemain, ils deviennent anuriques. Ils font de l'hématurie et ils ont une créate qui va passer de 70 à 240 en 24 heures. Ça, pour l'avoir déjà vu chez des greffés rénaux, c'est des choses qu'on préfère pas avoir. Mais vraiment, sachez-le, cet acyclovir, il ne doit pas passer en 30 minutes. Dernière question. Quand est-ce que vous appelez l'infectiologue? Est-ce que finalement vous allez l'appeler tout le temps? Ou est-ce qu'il y a des situations où il faut vraiment avoir le réflexe de l'appeler? Et là, vous avez le droit de voter. Et j'ai quasiment fini. Ok. Alors, pour trouver un lit. Alors, effectivement, c'est une vraie raison, parce qu'il faut le mettre dans un service adapté. Ce que je voulais voir, je l'ai vu. Il manque éventuellement une chose, et si je l'ai vu, il faut le chercher. Pour moi, il n'y a pas de recours sur quand appeler l'infectiologue. Mais moi, j'ai tendance à vous conseiller de l'appeler systématiquement si déjà votre PCR-HSV est négative. Parce que là, tout de suite, vous avez vu, on est dans des causes très multiples d'encéphalite, et il faut chercher. Vous avez une méningoencéphalite. Vous n'êtes pas sur une méningite aliculaire. Vous avez des signes neurologiques, c'est une méningoencéphalite. Le diagnostic va être difficile, il faut chercher. S'il est grave, je pense que c'est de bon ton. S'il est immunodéprimé, et le truc que j'ai vu en petit, c'est les voyages. Méfiez-vous, ça change vraiment l'épidémiologie, et puis pensez toujours à ça, parce qu'en fait, quelque chose qui ressemble à une méningoencéphalite, et chez quelqu'un qui revient de voyage, ça peut être un neuropalu.
Il ne faut pas passer à côté. La notion de morsure, évidemment, on a eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça aux urgences de Reims, ça a été évoqué tout de suite aux urgences, on a eu un cadrage. Et de toute façon, si vous avez le moindre doute, vous n'hésitez pas à nous contacter. C'est important parce que vous voyez, là, c'est les principaux pathogènes dans les encéphalites de l'immunodéprimé, mais dès que vous êtes sur du VIH ou du malade transplanté, vous avez des pathogènes que vous n'allez pas chercher chez l'immunocompétent. Voyage selon l'endroit du monde où vous êtes. Enfin, je veux dire, il y a des endroits où c'est l'encéphalite japonaise, la première cause d'encéphalite. Puis si vous êtes en contexte épidémique, ça peut être du Toscana, ça peut être du West Nile. Donc, vraiment, selon l'endroit où vous allez être, on va pas du tout chercher les mêmes choses. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette recherche de voyage et que ce soit bien informé. Voilà, ça c'est la même chose. Dernière slide sur le pronostic. Sachez que le pronostic à long terme, il est pas bon. Et notamment chez les patients qui vont en réanimation, c'est le score de Rankin que vous voyez à gauche. Vous voyez qu'un quart de ceux qui vont en réanimation, ils en sortent pas. Et vous voyez qu'il y en a au moins la moitié qui en fait ne marche plus après. En tout cas pas sans aide. C'est-à-dire qu'un score à 3, ça ne marche pas sans aide. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Et qu'est-ce qui est associé dans cette étude, qui est une grosse étude européenne à plus de 600 encéphalites? Ce qui est associé dans les facteurs modifiables au fait d'avoir un mauvais pronostic, c'est que entre le moment où ils sont hospitalisés et le moment où ils vont en soins continus, il y a plus de 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a un retard à l'admission et que la cyclovir soit pas mis sur le premier jour. Et ça, c'est extrêmement important. Après, il y a des choses non modifiables, mais ce qui montre que vous avez un rôle qui est central dans la prise en charge de ces méningoencéphalites pour les identifier, pour les traiter tout de suite, pour les mettre où il faut. Et j'ai terminé là-dessus.